après les une semaine, les publications qui ont le plus de portée organique, c'est les publications qui racontent des bêtises. Donc, ce sont les publications là qui ont le plus de vues, ce sont les vidéos qui ont le plus de mentions là, qui ont le plus de partages, qui ont le plus de commentaires. Ça entraîne deux attitudes possibles pour celui qui a la page ou pour le créateur de contenu. Première attitude, il va se dire, puisqu'il va analyser les contenus, il va se rendre compte que jour 1, j'ai fait 10 contenus, jour 2, 10, jour 3, 10, jusqu'à jour 7, 10. Ça veut dire que j'ai fait 70 contenus. Sur les 70 contenus, je me rends compte que 80% des interactions, likes, commentaires, partages, vues de vidéos et tout le reste, ce sont des contenus de comédie, de divertissement, d'actualité, de faits divers ou de bêtises. Le créateur de contenu a deux attitudes possibles. Attitude 1, il se dit c'est ça que les gens aiment. Donc, je vais produire plus de contenu de ce type-là. Qu'est-ce qui se passe donc? Il va commencer à produire plus de contenu de ce type et réduire les contenus intellectuels. Il aura plus d'interactions, il aura plus de personnes qui commentent, plus de personnes qui partagent, sauf que c'est une audience qui n'est pas qualifiée. Voilà, c'est une audience des gens qui sont au chômage, des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui la vie martyrisent, ils cherchent un endroit où s'épanouir, ils cherchent un moment où ils vont au moins faire 2 minutes, où ils ne réfléchissent pas à ses problèmes, ils se divertissent, ils blaguent. Et ce public-là va donc augmenter sur son audience. Et lui, comme il va voir que les gens interagissent plus, il va faire de plus en plus de contenu de ce type-là. Tu vas voir qu'après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu ne vas plus voir de contenu intellectuel sur sa page. Ce sera juste la comédie. Et il va pousser plus loin. Il va chercher d'autres contenus qui ne sont pas les siens qui parlent de comédie. Tu vois. Ça veut dire que lui, il va voir que non, produire des contenus de comédie, moi-même là, ça me perd de temps. Il va aller voir une page où il y a une vidéo de comédie, il télécharge et il poste. Il passe sur TikTok, il y a quelqu'un qui a fait une comédie qui est bien là, il poste. Il passe sur YouTube, il cherche une vidéo des gens qui font la comédie, il poste. Il va maintenant chercher les gens qui font des comédies, il prend leur contenu, il poste. Il alimente sa page avec son manque d'audience, son manque la portée organique. Et maintenant, il a beaucoup de manières de monétiser. Soit il peut rencontrer les marques et leur dire, vous voyez ma page, quand je poste une vidéo, il y a 8 millions de personnes qui regardent. Quand je poste une photo, il y a 6 000 personnes qui regardent, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Il pourra donc vendre les placements à ces marques-là. Tu vois. Mais tu vas te rendre compte que il y a des personnes qui font des contenus de comédie, il y a des milliers de personnes qui réalisent. Dès qu'il fait un placement, déjà. Dès qu'il parle d'un truc sérieux, maintenant les gens les réalisent. Dès qu'il revient sur la comédie, des millions de personnes réagissent. Dès qu'il dit qu'aujourd'hui on a lancé un nouveau produit cosmétique, start-up cosmétique, tac, personne réagit. On dit, monsieur, on veut la comédie, on est fatigué, on ne veut pas réfléchir, on est au chômage, ça ne sert plus à rien réfléchir. Donc, voilà la première attitude qu'il a. Il va développer une audience de personnes qui ne sont pas qualifiées. Les marques vont venir le rencontrer pour dire, non, on veut que tu fasses les placements. Parce que parfois, ceux qui viennent avec ces marques-là ne connaissent même pas ce qu'on appelle une audience qualifiée. Eux, ils veulent seulement beaucoup de gens. Donc, ils vont dire vraiment, je veux que tu portes le t-shirt de ma marque. Je veux que tu aies la tasse de ma marque. Je veux que tu parles de ma marque dans ta vidéo et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'il fait. Il va parler de ça dans sa vidéo. Sauf qu'il ne sait pas que l'audience n'est pas qualifiée. Donc, lui va venir lui dire que oui, j'ai parlé dans ma vidéo. Ma vidéo a fait 3 millions de vues. Ma vidéo a fait 700 000 vues. Sauf que les personnes qui ont vu là ne peuvent pas acheter le produit. Ne peuvent même pas bénéficier de ça. Ils n'ont même pas les moyens pour ça. Ils ne sont même pas intéressés par ça. Ou parfois, quand la publicité arrive, ils la pensent. Dès qu'ils voient que la publicité, la pensent. Ils voient la suite de la comédie. Donc, ce n'est pas à eux qu'il faut faire la publicité. Mais sauf que celui qui a la page, lui, il est en train de gagner de l'argent. Parce que lui, on le paye pour faire ça. Donc, il gagne ses dos au calme. Il s'en fout de l'audience. Il s'en fout même de l'entreprise qui le paye. Parce que lui, il ne s'intéresse même pas au résultat. Donc, voilà quelqu'un qui, en fait, prend de l'argent pour ne même pas atteindre le résultat. Il s'en fout de l'entreprise. Il n'essaie même pas de savoir si la pub qu'il a fait, est-ce que ça a apporté un résultat à l'entreprise en question. Est-ce qu'elle a pu rentabiliser? Il s'en fout. Donc, voilà le premier comportement que le gars va avoir. Ou qu'il peut avoir pour gagner de l'argent. Deuxième comportement qu'il peut avoir, c'est de se dire, ok, les gens sont intéressés par la comédie. Mais moi, ce n'est pas la comédie que je veux. Moi, je veux pas avoir des gens, des comédiens sur ma page. Je veux pas avoir une page remplie de millions de comédiens. Donc, il va enlever la comédie. Il va continuer avec les contenus intellectuels uniquement. Conséquence, c'est quoi? Moins d'interactions, moins de personnes qui vont sur la page, moins d'abonnés, mais des abonnés de qualité. Oui, parce que les gens qui vont continuer d'être là, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est les gens qui vont voir que nous voilà quelqu'un qui produit des contenus de qualité.
Maintenant, c'est à lui d'orienter ses contenus de qualité en fonction du type d'audience qu'il veut. Est-ce qu'il veut une audience de qualité dans le domaine de la santé, une audience de qualité dans le domaine de l'agroalimentaire, une audience de qualité dans le domaine de l'industrie cosmétique, ainsi de suite. Et c'est lui maintenant qui va dresser le profil d'audience qu'il veut et faire ses contenus en fonction du type d'audience qu'il veut là. Ce qui va faire en sorte qu'il n'aura pas beaucoup d'abonnés. Il n'aura pas beaucoup de gens qui interagissent dans ses vidéos. Il n'aura pas les 5000 vues sur ses photos, non. Mais les gens qui interagissent là, il peut leur faire directement des placements. Il n'a même pas besoin d'une entreprise qui va venir le payer. L'entreprise va dire que tu n'as pas beaucoup de vues. Donc forcément, il ne pourra pas forcément exploiter ce segment. Il pourra directement faire des placements à la fin de ses contenus. Et les gens vont payer s'il sait le faire. S'il sait bien travailler les tunnels de vente, s'il sait convertir ses prospects en clients, il peut le faire. C'est pour ça que moi, par exemple, c'est le segment que j'ai choisi. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu savoir comment on monétise les vidéos. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que dire que YouTube va me payer à la fin du mois, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux même pas savoir comment on fait ça. Que Facebook, j'ai vu que Facebook a instauré maintenant le fait qu'on peut monétiser les vidéos. Je veux monétiser mes vidéos, je ne veux pas. Parce que ça entraîne à faire des vidéos connes. Ça fait que maintenant, quand il y a une bête actualité, tu vas sortir faire la vidéo. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a vendu le piment, il est mort. Parce que tu veux les vues. Moi, je ne veux pas les vues des cons sur ma page, non. Je ne veux pas avoir des idiots sur mon profil. Je ne veux pas avoir une audience de stupides. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas sur l'actualité. C'est pour ça que je ne commande pas les faits divers. C'est pour ça que je ne parle pas des choses qui ne concernent pas mon audience. Je ne veux pas être célèbre. Je ne veux pas avoir les vues que j'ai des millions de vues. Non. Par contre, l'avantage donc que ça donne, c'est quoi? C'est que quand tu présentes un contenu de qualité, que tu proposes une offre de qualité, les personnes qui sont là payent cher pour bénéficier d'une expertise de qualité parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui est sérieux et tu n'es pas dans la comédie. Quand on voit les contenus sur ta page depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on se rend compte que tu es constant dans le type de contenu et dans le type d'audience que tu es en train de vouloir toucher. Sauf que c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais sur le long terme, c'est plus efficace. C'est ça qui nous a permis de partir tout ce qu'on est en train de faire, Startup Academy, CNC et tout le reste. Maintenant, pour les femmes, il y a un autre type d'audience qui est particulière. Les femmes, c'est quoi? C'est que tu exposes la nudité. Tu prends un exemple, une femme, tu fais un contenu où tu parles d'un thème intellectuel, un contenu où tu parles peut-être de la santé, où tu parles du droit, ainsi de suite, un autre contenu où tu as une tenue dénudée. Tu dis vraiment, la vie est belle. Tu fais 10 contenus comme ça par jour, pendant 7 jours. Tu vas te rendre compte que les contenus où tu es dénudé attirent plus d'interactions. Oui. Tu vois. Et tu as aussi les deux attitudes à avoir. Soit tu continues à le conduire, donc tu as plus de personnes qui regardent. Et tu auras dans une audience de pervers qui te suivent. Et qui vont t'écrire tous les jours, je t'aime, mon Oh, tu es joli. Je veux qu'on se rencontre. Vraiment, ton projet là m'intéresse. Je veux qu'on se rencontre, il faut en parler. Tu vois. Quand tu vas parler de ta compétence, c'est toi que j'aime. Tu vois. Et c'est dangereux parce que c'est à toi de choisir maintenant l'orientation que tu donnes par la suite. Soit tu continues avec la sexualité et puis les gens te contactent pour des contenus sexuels, pour des approches sexuelles, pour des services sexuels, pour des besoins sexuels. Tu gagnes de l'argent avec ça si tu veux. Soit tu continues de développer l'audience dessus, les gens te suivent et tu vends ça aux entreprises. Donc tu fais des placements peut-être pour une entreprise qui vend les préservatifs ou alors qui vend par exemple des lubrifiants ou je ne sais pas trop quoi qui tourne autour de la sexualité. Donc en fait, l'audience dépend de celui qui crée le contenu. Donc tu as l'audience qui te ressemble. Ton audience dépend de la manière dont tu te comportes en ligne et la manière dont tu crées tes contenus. Donc c'est à chacun de définir quel est l'objectif que moi je veux atteindre avec mon audience. Je veux quel type de personne sur ma page. Je veux quel type de personne sur mon profil. Je veux que quel type de personnes me suivent. Et c'est en fonction de ça que tu crées des contenus qui vont dans ce sens. Sauf que les gens tombent facilement dans la facilité. Parce que pour faire, comme je dis, c'est extrêmement pénible. C'est complexe. Il faut produire des contenus intellectuels variés dans plusieurs domaines d'activité. Même si c'est dans le même domaine, il faut que ce soit varié. Et ce n'est pas évident. Et du coup, comme ce n'est pas évident, les gens tombent dans la facilité plus facilement. Tu vois. C'est pour ça qu'il y a seulement les gens que je ne peux pas citer. Parce que je disais que c'est fini. S'il est cité, ça va créer un problème. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'audience en ligne, mais qui ne vendent rien. C'est-à-dire que si tu mets n'importe quel produit sur sa page, il va poster. Il y aura 40 000 j'aime. Il y aura 8 000 commentaires, mais tu vas faire 0 vente. 0. Je ne peux pas seulement citer leur nom. Ils vont te faire payer pour passer sur leur page. Tu vas passer sur leur page, ils vont communiquer. Tu vas avoir 8 000 personnes qui ont commenté. Mais quand tu vas regarder le chiffre d'affaires que tu as fait avec la communication qu'il a fait, c'est 0.
Quand je dis zéro, c'est une manière de dire que ce ne sera pas important pour que ce soit même au niveau même de ce que tu as payé. Ce sera même inférieur à ce que tu as payé pour qu'ils poussent. Tu vois? Parce qu'ils ont passé le temps à développer une audience de comédiens. Et les comédiens n'ont pas d'argent pour pouvoir payer un produit qui coûte 200 000, 500 000, 1 million. C'est ça le danger en ligne. Et Facebook participe à ça. C'est le danger. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans la facilité. Ce qui est important en ligne, ce n'est pas le nombre d'abonnés sur une page. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de personnes qui aiment ta publication, qui partagent. Non. Ce qui est important, c'est la qualité des personnes qui te suivent. Ces personnes n'ont pas besoin d'être nombreuses. Tu peux avoir 2 personnes qui te suivent, tu leur présentes un projet, ils investissent, ou elles investissent ces personnes-là 50 millions en une semaine. Par contre, tu peux avoir des millions de personnes qui te suivent, tu leur présentes un produit qui coûte 100 francs, ils disent que c'est cher. C'est maintenant à toi de choisir, est-ce que tu veux avoir ces personnes qui disent que c'est cher quand tu proposes un truc de 100 francs? C'est pour ça que tu vas avoir des personnes qui sont populaires en ligne, mais qui sont pauvres. Tu vas voir quelqu'un qui, quand il fait un post en ligne, il y a 50 000 j'aime. Mais dans la vie réelle, le bailleur le poursuit chaque jour. Il est obligé de sortir à 4 heures pour fuir. Parce qu'il ne peut pas payer un loyer de 30 000, de 40 000, de 50 000. Tu arrives chez lui, il ne peut pas manger décemment. Il est obligé d'être la prostituée des entreprises qui vont lui dire porte mon t-shirt, porte mon sac, porte mon habit, porte mon vêtement, porte je veux dire, colle ton sticker sur ta machine. Il est obligé d'être la prostituée des entreprises. La plupart des fois, c'est quoi? C'est qu'il a des managers. Et le manager prend sa part. Ce qui fait que ce qui lui revient n'est pas grand-chose. Donc, vous allez voir quelqu'un en ligne qui a énormément d'abonnés, mais au quotidien, il lit l'heure sur ses abonnés. La lecture, une lecture douloureuse, déprimante. Donc, moi, je recommande aux gens de comprendre quelle est la stratégie que tu veux mettre en place. Quel est le type d'abonnés que tu vas avoir. Ce qui est important, c'est la qualité des abonnés et non la quantité. La quantité est importante quand tu veux l'utiliser pour arnaquer les entreprises. Ils appellent ça arnaquer. Ça veut dire que tu vas faire croire aux entreprises que tu as beaucoup d'abonnés, ce qui est vrai. Les entreprises vont te payer pour que tu montes le contenu à tes abonnés, ce qui est vrai. Beaucoup de tes abonnés vont voir ce qui est vrai. L'entreprise sera fière de dire que oui, tu as eu 2 millions de vues, vraiment, merci, tu as fait du bon boulot. L'entreprise sera fière d'avoir 2 millions de vues. Toi, tu seras fier d'avoir escroqué l'entreprise pour montrer à tes 2 millions de vues. Mais en termes de résultats financiers, l'entreprise n'aura rien. Est-ce que l'entreprise évalue même? Alors, ça dépend maintenant du type d'entreprise, effectivement. Il y a les entreprises qui évaluent, beaucoup plus les PME, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de trésorerie. Tu imagines une PME, si elle investit 1 million sur quelqu'un qui a l'audience en ligne, la PME attend que le mois prochain, le chiffre d'affaires soit même 5 ou 7. Sauf que ce n'est pas ça qui va se produire. Donc la PME va voir que ouais, on a investi là, on a perdu. Parce que c'est plus les PME qui vont évaluer ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des entreprises qui évaluent pas le chiffre d'affaires, mais la valeur perçue de l'entreprise ou la notoriété. Tu vois. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin que les communications qui sont faites génèrent un chiffre d'affaires. L'entreprise veut juste être plus connue. Donc, on n'évalue pas en chiffre d'affaires. C'est-à-dire l'entreprise peut payer juste pour que le gars communique et que ça ait des millions de vues et que le maximum de personnes connaissent juste. Donc, c'est juste une stratégie marketing, mais qui n'a pas forcément un objectif de vente immédiat. Tu vois. Ça, c'est d'autres entreprises. Mais ça, pour faire ça, il faut d'abord avoir beaucoup de trésorerie. Il faut avoir d'autres canaux qui te génèrent de l'argent réellement. Et c'est là que les grandes entreprises, les multinationales qui peuvent le faire. Donc, il y a aussi cette approche-là. Maintenant, il y a ce que j'appelle les entrepreneurs qui font la comédie. Ou alors les entrepreneurs qui se divertissent avec l'argent. Et parfois, ce sont des concurrents. Je vais expliquer. 3 millions. Tu prends tes 3 millions, tu dis, ouais, il faut que je me lance en business parce que mon job là, c'était pas bon. Mon patron me torture. J'aurais me lancer dans mon business. Tu prends tes 3 millions, tu lances un business même de shopping. Tu ouvres un petit shopping là, 2 millions. Tu as tes 1 million de fonds de roulement, tu gères ta vie avec. Tu te bats, tu es dans les groupes, tu communiques partout, tu fais les directs en ligne, tu satures les gens, on te bloque même dans les groupes, tu crées d'autres, tu entres dans d'autres. Parce que tu veux faire le chiffre. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui voient les shoppings comme ça, etc. Le shopping est intéressant. Hein. Et puis, ces personnes-là, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes qui disent chérie, vraiment, j'ai envie de me lancer dans le shopping là parce que rester à la maison tout le temps là, moi, ça me gêne un peu. Et son copain ou sa copine lui donne 100 millions. Ok, bon, lance-toi dans le shopping. Et pas il ouvre un shopping à 80 millions ou il ouvre un shopping parce qu'il y a des hommes aussi qui le font. Quand il ouvre le shopping, il n'y a pas de comptabilité dans le shopping. Et son objectif, ce n'est pas de gagner l'argent. Son objectif, c'est juste de sortir le matin. Aller aussi dans quelque part. Où on va se dire que parce que les gens ne vont pas te voir avec une grosse voiture, toujours bien habillée,
être dans une grosse maison et il ne doit pas aller travailler quelque part, tu vois, ça va un peu sonner un genre. Donc on ouvre ça juste pour te divertir. Donc la personne sort, elle va au shopping, elle se divertit. Après, elle vient en soirée là à 16h. On a fait combien aujourd'hui là? On dit on a fait 800 000. Ok, donne-moi. Elle prend, elle va avec ses copines. On boit de nuit, on boit du vin, du champagne. Ou il vient, il prend l'argent, il prend une de ses copines, ils vont à Kribi. Quand l'argent de l'entreprise finit, il ou elle appelle encore pour dire que ouais, on a des difficultés là, le bailleur est en train de nous menacer un peu. Je ne sais pas si tu peux me soutenir un peu. On lui donne encore 50 millions. Après, il paye le loyer, il ouvre encore un deuxième shopping dans une autre ville. Et toi qui as ton épargne de 3 millions là, tu le vois faire ça, ou tu la vois faire ça. Tu dis ouais, c'est moi qui suis dans le champion. Elle a ouvert après moi. Elle explose partout, elle passe dans tous les médias, il passe dans toutes les chaînes de télé, il est sur tous les affiches publicitaires. Il ouvre un deuxième, un troisième, un cinquième. Alors comment il lit l'heure au quotidien? En fait, c'est parce que ton concurrent, c'est quelqu'un qui se divertit avec l'argent. C'est une manière de blanchir l'argent aussi. C'est une manière juste de pouvoir faire en sorte que la personne ait une activité. Donc, perfuse son business alors que ça ne marche pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelqu'un comme ça, lorsqu'elle va payer, par exemple, pour qu'on fasse une communication sur son produit ou son service, est-ce qu'elle va évaluer qu'on a fait? Elle s'en fout. Qu'on vende ou qu'on ne vende pas, ce n'est pas important. En fait, elle veut même être juste connue. Parfois, elle utilise juste ça pour être connue. Les gens parlent d'elle ou de lui partout, on fait des affiches partout, les influenceurs disent qu'il y a tel qui a sorti un produit qui est magnifique, elle est juste fière. Elle ne regarde pas le chiffre d'affaires, elle n'a même pas de comptable. Elle a juste quelqu'un qui a la boutique. Quand il vend à la fin, elle prend tout l'argent et pas boire en bois de. Et dès que l'argent finit, on renouvelle le stock d'argent qui a été blanchi dans une entreprise, dans un ministère ou partout d'ailleurs. Donc c'est pour dire qu'en réalité, effectivement, chacun doit savoir dans le couloir dans lequel il est. Il ne faut pas copier ce que les gens font. Si tu ne comprends pas ce qu'ils font. Tout business a une partie visible et une partie invisible. Les gens présentent juste la partie visible. Et il y a une partie invisible qui est parfois le blanchiment d'argent. Il y a une partie invisible qui est parfois le fait que les gens ouvrent des activités pour des communautés. Et parfois, on va ouvrir une microfinance, mais la microfinance appartient à un tontine. La microfinance, c'est pour que les membres de la tontine cotisent à l'intérieur. Donc, tu vas voir la microfinance, les gens n'entrent pas. Mais quand tu vois le bilan financier consolidé en fin d'année, on dit que c'est 11 milliards. Tu dis, mais attends, les gens n'entrent jamais ici. Ils prennent 11 milliards. Tu vois. Toi, quand tu vas entrer à 1 milliard, tu vas dire que la microfinance, c'est un truc intéressant. Hein. Tu pars, tu ouvres la microfinance, tu t'assois les gens, tu attends les clients à la fin de l'année. Zéro. Chiffre d'affaires 15 000. Tu dis que, mais eux, ils ont pris 11 milliards. Non, tu n'as pas compris que la microfinance, pour eux, c'est juste une vitrine. Parce que le réel business, c'est la tontine, à travers laquelle on passe juste par la microfinance pour que l'argent tourne entre nous. C'est tout. Donc, il y a toujours la partie visible du business et la partie invisible. Et il est extrêmement important quand tu fais ton business de savoir, je me base sur quoi. Il ne faut pas regarder ce que les gens font pour faire aussi. C'est pas parce que tu as vu les gens faire les vidéos en ligne que tu vas aussi venir faire les vidéos. Moi, j'aime souvent dire quelque chose, c'est que si je prends peut-être le segment des personnes qui font les formations, le marché des formations, comme on le faisait au départ, est terminé. Ouais. Ça ne marche plus. Enfin, moi, quand je commençais à Startup Academy 2016-2017, on faisait les formations avec 300 personnes, 400 personnes qui payaient 10 000, 15 000, 20 000, parfois plus. Tu vois, et on le faisait 2 fois par mois. Il y avait toujours de plus en plus de monde, on était surchargé. Aujourd'hui, c'est un marché qui ne fonctionne plus. Il a muté. Il y a autre chose qui fonctionne, ce n'est plus ça. C'est pour ça que moi aujourd'hui, faire des formations, c'est pour ça que moi je fais des formations gratuites. Ça m'intéresse de dire que faire une formation, c'est 25 000, 50 000, venez payer, je convainc les gens à payer. Non, ça m'en fout. On fait même mieux. On fait des formations et on met des vidéos en ligne gratuitement. Parce que le marché est devenu, il a changé. C'est pour ça qu'il faut se mettre à jour pour pouvoir découvrir les mutations du marché. Le marché est dynamique. Dynamique, ça veut dire que les comportements des gens changent, les comportements des gens évoluent. Donc, tu ne peux pas proposer le même service, la même solution sur 20 ans. Ça ne marchera pas. Donc, il faut savoir qu'au début, les gens avaient besoin d'une solution. On a fait des conférences, on a fait des formations pour ça. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont passées à un autre niveau pour leur proposer un autre type de service, un autre type de produit pour pouvoir continuer d'être rentable et continuer de pouvoir exister. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Startup Academy, on peut faire des formations gratuites chaque semaine, comme on le fait. À Startup Academy, chaque semaine, il y a au moins 3 talks qui sont gratuits. À Yaoundé, même chose. À Tchang, même chose. En Côte d'Ivoire, même chose. Chaque week-end, on fait des messes entrepreneuriales qui sont gratuites. Chaque semaine, on fait des formations qui sont gratuites. On a une chaîne de CNIC qui a près de 100 formations complètes gratuites.
Et les formations font 2 heures, 3 heures, c'est gratuit pour nos vendeurs. Parce que c'est pas ça le business a changé. Donc quelqu'un d'autre va voir ça, il va se dire, hey, il va aussi faire des vidéos et mettre en ligne. Bon frère, tu vas faire 0 de chiffre d'affaires. Parce que tu ne comprends pas la stratégie. C'est pour ça qu'on recommande aux gens de rejoindre la Startup Academy, de rejoindre le CENIC ou le CNDG, parce que à l'intérieur, on se met ensemble pour faire des projets d'une certaine envergure. Ce n'est pas parce que on est trop intelligent. C'est parce qu'on a compris que seul, tu ne peux pas. Voilà, donc... Mais, docteur, je vais profiter pour poser une question comme ça. Voilà, j'ai reçu une question de la part d'une internaute hier qui se demande est-ce que c'est mieux d'être salarié, utiliser son salaire pour entreprendre ou bien tout abandonner et se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat sans financement, puisque vous avez l'habitude de dire qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans financement. D'après vous, quelle est votre approche par rapport à ça? Alors, je ne peux pas donner de réponse définitive parce que je ne connais pas son profil. Parce qu'en fonction de son profil, ma réponse ne sera pas la même. Je vais prendre un exemple. Si elle est mariée et si elle est célibataire, l'approche ne sera pas la même. Si elle a été mariée et elle a divorcé et elle est célibataire, ou alors elle est en couple juste, l'approche n'est pas la même. Si elle a déjà des enfants, l'approche n'est pas la même. En fonction du type d'entreprise dans laquelle elle travaille et du montant qu'elle gagne par mois, l'approche n'est pas la même. Donc je ne peux pas dire actuellement que voici ce qu'elle doit faire. Il y a un ensemble d'informations que je dois avoir. Je prends un exemple. Si elle est cadre dans une entreprise et elle touche 800 000 par mois, elle travaille dans cette entreprise depuis 2-3 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants qui fréquentent déjà, du moins le dernier fréquente déjà. Je ne vais pas lui dire de quitter totalement, non, ce serait con. Parce que l'entreprise dans laquelle elle est, c'est un marché. Je vais lui demander d'analyser l'entreprise dans laquelle elle est, de pouvoir trouver le produit ou le service qu'elle peut proposer dans l'entreprise dans laquelle elle est. Elle pourra faire de l'entrepreneuriat au sein de cette entreprise-là et maintenant investir ses revenus dans d'autres business. Tu vois, je ne peux pas lui dire de quitter son entreprise, de sortir, d'aller se lancer dans l'entrepreneuriat pour devenir folle dans 2 ans, ou de tomber dans la dépression, ou d'aller finir en prison, ou de faire en sorte que ses enfants n'aient plus rien à manger. Tu vois. Par contre, si c'est une dame qui est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle n'est même pas en couple, elle a un emploi où elle travaille de 7h à 22h tous les jours, à la fin du mois, elle a 35 000. Elle, je peux lui dire qu'il faut stopper demain matin. Parce qu'il y a mieux qu'on peut faire. Tu vois un peu que l'approche n'est pas la même. Parce qu'à elle, je peux lui dire non. Tu peux par exemple devenir vendeuse à la Startup Academy. On va te former comment faire pour vendre les adhésions. Et le premier mois, tu auras 50% de commission. Ça veut dire que si tu vends une seule adhésion à 100 000 francs, tu vas gagner 50 000 francs en une semaine. C'est-à-dire plus que ce que tu gagnes en un mois dans le travail où tu travailles de 8 à 22 heures. Et ça, elle peut le faire. Donc, du coup, l'approche que je vais lui présenter ne sera pas la même que celle qui est cadre. Donc, ça va dépendre vraiment du profil spécifique de chacun. Donc, il va falloir qu'on aille en profondeur sur son profil et en fonction de ce qu'elle a. Soit on va lui proposer de quitter définitivement, soit on va lui proposer de faire les deux, c'est-à-dire un pied dans son business et un pied dans son emploi. Soit on va lui proposer de rester dans son emploi à fond, à 200%, parce que c'est ce qui est meilleur pour elle. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus aptes à recevoir des décisions qu'à donner des décisions, je veux dire des actions à mener à l'équipe. Il y a des personnes qui sont meilleures lorsqu'elles exécutent des tâches. Il y a d'autres qui sont meilleures lorsqu'elles donnent des tâches à exécuter et elles contrôlent. Et il faut évaluer ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réussissent pas parce qu'ils sont de bons exécutants, mais ils ont voulu créer une entreprise. Donc, en fait, ils créent une entreprise dans laquelle ils ne peuvent pas donner des ordres. Ils ne peuvent pas contrôler les personnes qui travaillent. Ils ne peuvent pas eux-mêmes faire le travail de manière disciplinée. Donc, directement, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Tu vois. Donc, il y a des personnes à qui on doit dire quoi faire. De telle sorte que même si elles créent une entreprise, elles ne doivent pas être à la tête de l'entreprise. Elles doivent être salariées. Donc, tu peux tout à fait créer ton entreprise et tu es salarié. Tu mets quelqu'un DG. La personne te dit quoi faire parce que tu es un bon exécutant. Mais comme tout le monde veut être le héros, tout le monde a un ego surdimensionné, chacun veut être le patron et la conséquence, c'est 3 choses. La prison, la dépression ou la mort. Ou les 3. C'est quand on entreprend déjà, ça va arriver. Ça va se produire. Il faut se préparer. Il faut se préparer parce que les secousses émotionnelles d'un entrepreneur sont multiformes.
Et si tu n'es pas quelqu'un de solide, si tu n'es pas en communauté, si tu n'es pas avec des personnes qui vivent les mêmes réalités, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux pas. Et en tant que manager, est-ce qu'il y a des qualités, comment je vais dire ça, les qualités assez pertinentes qui peuvent permettre à ce manager-là de pouvoir permettre à ses équipes de pouvoir augmenter en compétences? Ou bien d'après vous, dans vos différentes entreprises, comment est-ce que vous vous comportez pour permettre à vos équipes d'augmenter en compétences et faire des chiffres exceptionnels? Alors, là encore, il n'y a pas de réponse standard. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de réponse standard? Parce que des managers, il y en a de plusieurs types. Il y a plusieurs types d'écoles dans le management. Et ces écoles sont en fonction de l'environnement dans lequel on est, sont en fonction du type d'équipe qu'on a, sont en fonction même du secteur d'activité dans lequel on exerce, et sont en fonction même aussi du manager en question. Comme j'aime souvent dire, toute entreprise est à l'image de son manager. Toute entreprise est à l'image de son patron. Et je dis toujours ça, je continue de le dire. Lorsqu'une entreprise a des collaborateurs qui ne font pas bien leur travail, le responsable, c'est le patron. Lorsqu'une entreprise a des collaborateurs qui ne sont pas performants, le responsable, c'est le patron. Pourquoi? Parce que c'est le patron qui définit les critères d'inclusion, qui définit la politique de l'entreprise, qui définit même le climat dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple, et c'est une expérience que j'ai menée. Si vous prenez deux Africains ou deux Camerounais à compétences égales, qui travaillent soit dans une PME camerounaise ou dans une multinationale, les compétences opérationnelles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, vous voyez un Camerounais qui a fréquenté dans une école, il est sorti de l'école, on le recrute dans une PME, il a 250 000 de salaire par mois. La PME fait dans un domaine, par exemple, de l'agroalimentaire où on produit du thé. Le même entrepreneur, du moins le même Camerounais avec les mêmes compétences, entre plutôt dans une multinationale où il a 100 000 par mois. La multinationale fait toujours la production du thé. Dans la multinationale, là, il va produire 5 fois plus que dans la PME. Il sera 5 fois plus performant. La question qu'on va poser, c'est pourquoi c'est dur. Alors que là-bas, il gagne moins d'argent. C'est parce que dans les grandes entreprises et les multinationales, il y a une culture d'entreprise. Il y a une philosophie dans l'entreprise. Il y a des procédures à respecter dans l'entreprise. Il y a des critères d'inclusion rigoureux qui permettent qu'on vous recrute ou pas. Il y a un suivi méticuleux des personnes qui sont dans l'entreprise. Ce qu'il n'y a pas dans la PME. Parce que dans la PME, parfois, une ressource humaine peut se retrouver en train de faire 10 choses différentes. Dans l'entreprise professionnelle, multinationale, tu fais une tâche, tu fais des tâches. Dans une PME, vous allez voir quelqu'un qui est graphiste, qui est comptable, qui est trésorier, qui est coursier, qui prépare la nourriture, qui fait tout. Dans la multinationale, ce n'est pas possible. Vous allez voir quelqu'un qui n'est que magasinier. Et ce n'est même pas lui qui fait la comptabilité, il y a quelqu'un d'autre qui fait la comptabilité, lui n'est que magasinier. Donc, ce qui fait que sur la durée, il va être plus performant avec les procédures qu'on met en place, avec la culture de l'entreprise, avec le système qui fait en sorte qu'on forme de manière continue le personnel. Donc, ce qui fait en sorte qu'en réalité, il n'y a pas de management, je veux dire, standard. Le management est fonction déjà du type d'entreprise. Une PME, pardon, ne peut pas avoir le même type de management qu'une multinationale ou qu'une grande entreprise. Une entreprise qui est dans le domaine agroalimentaire ne peut pas avoir le même type de management qu'une entreprise qui fait dans l'industrie du bois. Tu vois? Il faut d'abord définir le type d'entreprise, il faut définir le secteur d'activité, il faut définir même les objectifs qu'on veut atteindre. Il faut prendre en considération les réalités de l'entreprise. Une entreprise qui a une trésorerie de 1 million ne peut pas avoir le même type de management qu'une entreprise qui a 50 milliards. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes challenges. Donc, une PME, par exemple, c'est une entreprise qui peut mourir à chaque heure qui passe dans l'environnement dans lequel nous sommes. Vous pouvez avoir une PME aujourd'hui, vous revenez le lendemain, on dit qu'elle a fait faillite. Parce que la PME survit au quotidien. Les challenges sont à chaque minute. Il faut se réinventer au jour le jour. Parfois, le business model qui fonctionnait hier, le lendemain ne fonctionne plus parce qu'on a signé un document. Et du coup, il faut se réinventer. Donc, on ne peut pas manager ce type d'entreprise-là comme on manage une multinationale. Une PME, par exemple, doit trouver le moyen de gagner de l'argent chaque jour. Tu peux faire une PME, faites un jour, vous ne gagnez pas d'argent, vous allez mourir.
On s'intègre, non? Vous ne pouvez pas passer un jour, vous n'avez pas d'argent. Alors la multinationale peut facilement investir dans un business et attendre 5 ans pour voir si ça marche. On ne peut pas manager ça comme on manage la PME. C'est pour ça que dans la grande entreprise, la multinationale, on peut mettre un manager qui n'est pas forcément trop compétent. Parce que les procédures sont déjà tellement approfondies au point où il n'a pas besoin d'être trop compétent. Ouais. Tout ce qu'il a fait, c'est juste de voir. Toi, tu devais faire ça. Tu as fait? Oui, tu as fait. C'est bon, couche. Toi, tu devais faire ça. Tu n'as pas fait? Non. 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 Alors que dans la PME, c'est différent. Tu dois être au charbon toi-même. Tu vas parfois faire 5, 6, 7, 8 choses toi-même. Tu vois que le management n'est plus le même. Donc dans la PME, tu dois être à la fois manager et entrepreneur. Alors que dans la multinationale, tu peux juste être manager et tu contrôles que les procédures sont respectées avec tes contrôleurs de gestion et toutes les autres personnes qui sont dans le staff. Donc là encore, c'est une réponse, une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière standard. Tu vois, donc vraiment, les types de management vont dépendre de l'environnement. Il y a les managers qui vont être sévères, stricts. Il y a les managers qui vont être beaucoup plus tolérants, qui vont accompagner leurs équipes aux performances. Il y a les managers qui vont utiliser les frustrations pour pousser leurs collaborateurs à progresser. Et qui vont pousser leurs collaborateurs à avoir des frustrations et que ces frustrations les poussent à se développer et à progresser. Il y a d'autres qui vont avoir une attitude maternelle, paternelle, pour pouvoir les pousser en leur donnant la tétine. On leur dit, bois un peu de lait, bois un peu de yaourt, ok, c'est bon, tu prends du poids. Mais il n'y a pas un style qui est meilleur qu'un autre. Ce qui permet de savoir si ça fonctionne, ce sont les résultats. Donc, si la stratégie que tu utilises produit les résultats qui sont en fonction des objectifs que tu t'es fixés, vas-y. Vas-y. Ok, merci. Non, je t'en prie.